septembre, à la une de l'actualité. Les parents d'élèves et élèves ne disposent désormais que d'une semaine pour les préinscriptions en ligne. Passé ce délai, les élèves non préinscrits ne seront pas pris en compte pour l'année scolaire 2013-2014. Pascal Affi-N'Guessan reprend officiellement les rênes du FPI, le Front populaire ivoirien. Il y a eu passation de charge entre lui et Sylvain Miaka-Oreto. Une cérémonie a été organisée à cet effet hier soir au siège provisoire du parti. Et puis dans l'actualité internationale, le secrétaire d'État américain John Kerry poursuivait ce dimanche en Europe son offensive diplomatique. Une mission pour justifier des frappes contre la Syrie, accusée d'avoir perpétré un massacre chimique. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. Tout d'abord, cette information en bref. Le chef de l'État ivoirien est de retour à Abidjan. Le président Ouattara revient de Nice en France où il a eu un entretien avec le président François Hollande et a assisté à l'ouverture des Jeux de la francophonie dans cette ville du sud de la France. Vous aurez peut-être les images d'ici le terme de cette édition. Elle a désormais son nom inscrit en lettres d'or dans l'histoire des grands athlètes du monde. L'Ivoirienne Muriel Aouré, sacrée médaillée d'argent des récents Jeux d'athlétisme à Moscou, regagne Abidjan demain lundi. Initialement prévu pour ce dimanche, le retour de la championne olympique est donc reporté de 24 heures. Les raisons nous sont données par le vice-président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, Serge Addo, qui est notre invité. Bonsoir. Bonsoir Ali. Alors d'abord, pourquoi ce report? D'abord, ce report est dû au fait que l'avion qui devait amener notre championne à Abidjan pour la fête de ce dimanche a eu du retard au départ de Nice. Donc forcément, la connexion de l'avion au départ de Paris a été ratée par Muriel, malheureusement. D'accord. Alors l'heure de l'arrivée de Muriel Aouré demain? Alors donc, les choses sont décalées d'une journée. Donc demain, on invite toute la population à revenir encore galvanisé, motivé pour faire la fête, ramener vos vuvuzelas, ramener tout ce que vous voulez. Demain, à partir de 17 h, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et qui est invité justement à l'aéroport pour accueillir Muriel Aouré? Toutes les personnalités de l'État, les membres du gouvernement, le chef de l'État, tout le monde est invité. Donc, et aussi la population qui sera, on l'espère, nombreuse, encore galvanisée pour faire la fête. Parce qu'il faut qu'il y ait une symbiose entre l'athlète Muriel, la championne Muriel et la population du Côte d'Ivoire. Donc, on les invite à venir nombreux, massivement, à l'aéroport demain à partir de 17 h. Est-ce qu'il y a des dispositions pratiques spéciales qui sont prises, notamment au niveau sécuritaire? Absolument. L'aspect sécuritaire est super important dans la mesure où on parle des populations. Donc nous sommes en relation directe avec le CCDO, dont je remercie d'ailleurs le colonel Kouyaté, qui a fait un travail formidable. Donc nous sommes en relation avec eux pour que le dispositif sécuritaire soit pris en charge. Donc tout cela est vraiment au top. Avant de vous laisser partir, je vous donne encore une occasion de dire aux Ivoiriens pourquoi ils devraient se déplacer à l'aéroport pour venir accueillir Muriel Aouré. C'est très simple, c'est notre championne, elle a fait honneur à la Côte d'Ivoire. Jamais dans l'histoire du monde, une Africaine n'a été médaillée à ce niveau. Donc, Muriel Aouré, tous les Ivoiriens l'attendent depuis 3 semaines. Elle va être là demain par la grâce de Dieu. Soyez nombreux à l'aéroport pour l'accueillir, pour l'ovationner, pour le recueillir, pour lui donner l'accueil dont elle mérite. Merci en tout cas à vous, Monsieur Serge Addo. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Avec vous, on a parlé donc de l'arrivée de Muriel Aouré, finalement prévue pour demain lundi. 17 h. Autre sujet, le lycée des jeunes filles Mamie Fete de Bingerville a été cambriolé dans la nuit de samedi à dimanche. Heureusement, aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont considérables. 37 ordinateurs ont été emportés et plusieurs bureaux ont été saccagés. Le moins chanceux dans cette affaire, l'un des gardiens du lycée blessé à la tête par les cambrioleurs, Herman Yamia. Porte fracturée, bureau saccagé, ordinateur emporté, gardien blessé. C'est le constat fait ce samedi au lycée des jeunes filles Mamie Fete de Bingerville. L'établissement a reçu la visite des cambrioleurs. Hier, les environs de 2 heures, moi j'ai fini de faire la ronde, je vais trouver mon collègue. Je suis allé m'asseoir derrière. Donc lui il était là. Du coup, on voit un groupe qui est sorti là. Donc lui, il s'est affolé. Donc ils ont braqué l'arme. Et si tu bouges, on tire sur toi, on te tue. Donc c'est lui d'abord ils ont attaché. Avant de venir moi me trouver là. Ils voulaient m'attacher, moi je me débattais un peu. Ils ont pris quelque chose de lourd pour
me donner au moins 2 à 3 coups sur ma tête. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont considérables. 37 ordinateurs ont été emportés et plusieurs bureaux mis à sac, dont ceux du proviseur, du comptable, de l'intendant et de son adjoint. Les cambrioleurs espéraient mettre la main sur les frais d'inscription. L'inscription en ligne aujourd'hui nous protège. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si nous avions de l'argent à l'école, nous n'avons pas d'argent à l'école. L'école ne dispose plus d'argent concernant les inscriptions. Nous ne faisons que recevoir les reçus dans les établissements. L'enquête diligentée par la police scientifique et la gendarmerie de Benjerville permettra de situer les responsabilités. Pour l'heure, le proviseur du lycée Mami Fetteh rassure parents et élèves. Aucun dossier important n'a été emporté. Le syndicat libre des enseignants du secondaire général de Côte d'Ivoire forme des enseignants et des élèves sur l'utilisation des TIC, les technologies de l'information et de la communication. Autre module de formation, celui sur l'approche par compétences et la gestion des COGES. Entendez les comités de gestion des établissements scolaires. La conférence a eu lieu hier au lycée technique d'Abidjan. Reportage. Il y a problème au sein des comités de gestion des établissements scolaires, COGES. La gestion de cette structure est abandonnée aux mains des parents d'élèves par les enseignants. Les tâches qui leur sont confiées ne sont pas assurées convenablement. Le conférencier déplore la mauvaise gestion de cet appareil de promotion de l'école ivoirienne. Le premier réflexe d'un président du bureau COGES, c'est les cotisations exceptionnelles. Et je pense que ce sont des choses qui ont orienté plus le fonctionnement des COGES vers les levées de cotisation que d'aller dans les réelles attributions, notamment l'entretien, l'encadrement des enfants, le cadre de travail. Le COGES, ce n'est pas uniquement les parents d'élèves. Et là, nous avons attiré l'attention des enseignants à travers leur syndicat que leur rôle est important. Ils assument les fonctions du secrétariat de COGES et les fonctions aussi de commissaire aux comptes. C'est essentiel dans une organisation. Au cours de la rencontre, d'autres sujets ont été abordés. Il s'agit entre autres de la formation dénommée approche par compétences et de la vulgarisation des technologies de l'information et de la communication dans les établissements scolaires. Je vous le disais en titre, les parents d'élèves et élèves ne disposent désormais que d'une semaine pour les préinscriptions en ligne. Passé ce délai, les élèves non préinscrits ne seront pas pris en compte pour l'année scolaire 2013-2014. L'annonce a été faite par Mamene Tungara, chef du service autonome pour l'encadrement des établissements privés au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Elle était l'invitée de Landry Ponou lors du magazine du dimanche, ce 13h. Extrait. Les parents qui ne l'ont pas encore fait ont juste quelques jours, cette semaine, pour achever l'inscription en ligne. Si la rentrée doit se faire le lundi 16 septembre, il faut qu'avant, les élèves puissent avoir leur reçu d'inscription en ligne pour aller s'inscrire dans les établissements. Les élèves qui ne seront pas préinscrits ne seront pas pris en compte, ne seront pas sur la plateforme du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. C'est l'occasion pour moi de rappeler que l'année dernière, quelques élèves n'ont pas pris la peine de faire l'inscription en ligne. Et cette année, ils sont en difficulté parce qu'ils ne figurent pas sur la plateforme du ministère de l'Éducation nationale. Ils ne sont pas connus. Alors, je demande à tous les parents de s'activer pour que la liste des élèves qui vont aller en classe soit disponible avant le 16 septembre 2013. Dans l'actualité politique, Pascal Affi-N'Guessan a repris officiellement hier les rênes du FPI, le Front populaire ivoirien. Il y a eu donc passation de charge entre lui et Sylvien Miaka Oreto. Ce samedi, une cérémonie a été organisée à cet effet au siège provisoire du parti, Herman Yamia. Miaka Oreto passe la main à Pascal Affi-N'Guessan, le président statutaire du FPI, le Front populaire ivoirien, après 26 mois d'intérim. 26 mois au cours desquels l'ex-secrétaire général du FPI a défendu les intérêts du parti et entretenu la flamme militante. Devant un parterre d'invités, le président par intérim du FPI a fait le bilan de ses 26 mois de présidence. Il a ensuite transmis les dossiers exécutés, ceux en cours et également les dossiers en perspective, dont les plus importants sont les dossiers judiciaires et le dialogue politique à Pascal Affi-N'Guessan. L'objet de notre intérim était de remplir provisoirement une tâche. Le temps de cet intérim étant donc tout naturellement en fonction de la durée de ton empêchement. Tu reprends tes fonctions quand ton empêchement qui t'en avait écarté prend fin.
C'est le sens que nous donnons à cette passation de charges. Pascal Afingessa félicite son intérimaire pour le travail abattu à son absence. Il demande que soient organisés les États généraux de la République qui, selon lui, seront l'instrument opérationnel de la réconciliation. Le président statutaire du FPI demande comme préalable à la mise en place de cas de discussion la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires et le retour au pays des exilés. C'est dans le rassemblement et l'unité d'action que nous vaincrons. Les partis frères et les organisations membres de l'ex-majorité présidentielle et du CNRD partagent avec nous des objectifs communs et une vision commune de l'avenir. Tous ont apporté une contribution inestimable à l'évolution de la situation nationale. Le FPI, qui entend se lancer à la reconquête du pouvoir, a procédé à une restructuration de sa direction. Sylvain Miakawureto devient 3e vice-président, après Aboudraman Sangaré et Simone Gbagbo, respectivement 1er et 2e vice-président. Laurent Akoun, lui, devient le secrétaire général du FPI. En santé, on s'intéresse à la kinésithérapie, qui n'est rien d'autre que l'emploi des mouvements et du massage pour guérir le corps. Bien qu'utilisée pour le traitement de certaines maladies, notamment gynécologiques, cardiaques et respiratoires, cette science est très peu connue des populations. À la faveur donc de la journée mondiale consacrée à la pratique, chaque 6 septembre, les promoteurs de la kinésithérapie ont décidé de la faire connaître davantage. Victorine Yoriowe. Il y a 3 mois, cette patiente a commencé à ressentir des douleurs au cou. Ce mal, qu'elle croyait passager, l'a finalement conduite chez un kinésithérapeute. J'ai eu mal à la tête au cou au réveil et j'ai pris des médicaments. Au début, je pensais qu'au réveil, ça allait passer, mais ça n'est pas passé. On m'a conseillé de voir un kiné. Je suis venue, ils ont commencé le massage. Ils m'ont demandé 20 séances. Je suis à la 10e, ça va beaucoup mieux. Le spécialiste explique la cause de ce mal. C'est dû en fait à une mauvaise position au travail, à l'ordinateur, qui fait que ça a créé des tensions au niveau cervical. De telle sorte qu'à un moment donné, elle s'est réveillée un matin en pleine crise, donc une douleur cervicale et qui irradie un petit peu le bras. La position au travail devant un écran d'ordinateur et les accidents sont autant de raisons qui nécessitent un traitement du kinésithérapeute. Comme cette patiente au départ, ils sont nombreux à minimiser le mal. Le corps nous parle. Il nous donne souvent des informations. Et surtout, l'information douloureuse est toujours une information qu'il faut prendre au sérieux. Ne pas penser que jusqu'ici tout va bien, on continue. Parce que souvent on se retrouve avec des patients ou des patientes qui arrivent à un tel stade que ça devient après compliqué de pouvoir manager un petit peu les problèmes ostéo-articulaires. Sila Aboubakar ajoute que la kinésithérapie est un excellent remède contre le stress et la fatigue générale. Un bon massage, selon le praticien, permet de détendre tout le corps et de réactiver son fonctionnement. Tous ces bienfaits de la kinésithérapie ont été présentés à la journée scientifique organisée par l'Association des kinésithérapeutes de Côte d'Ivoire à l'occasion de la 6e journée mondiale de la kinésithérapie. Les différents exposés ont montré que cette science intervient dans la prise en charge de nombreuses maladies liées notamment au cœur et aux poumons. Malheureusement, la Côte d'Ivoire compte seulement 64 kinésithérapeutes pour plus de 20 millions d'habitants. La coopération allemande GIZ fait don de manuels à l'Apromac pour la formation des pépiniéristes d'EVA. L'Apromac, c'est l'association des producteurs du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Le manuel présente les techniques d'utilisation du substrat de fibres de coco dans la production des plants d'EVA, une matière jugée avantageuse. Serge Gongomin, Chantal Ouma Akandan. Le substrat de fibres de coco, c'est la matière qui entre progressivement dans la production des plants d'EVA. Une matière vitale pour ces plants. Les fibres de coco viennent remplacer la terre. Je dis traditionnellement, on a toujours utilisé la terre pour faire nos pépinières, pour faire nos cultures. La terre contient des nématodes, des champignons parasites et même des insectes, ce qui peut être nocif même pour la bonne croissance de la plante. Ce produit-là ne contient ni insectes, ni nématodes, ni champignons parasites. En plus, c'est un produit qui a une très forte capacité de rétention d'eau, donc ça vous permet maintenant de faire une gestion rationnelle d'eau, éviter le gaspillage d'eau et le gaspillage d'engrais. Pour instruire les pépiniéristes d'EVA sur l'utilisation de ces fibres, la GIZ, structure de coopération allemande, fait don de ses manuels à l'Apromac, l'association des producteurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Ce sont au total
200 documents d'une valeur de 5 millions de francs CFA qui ont été remis aux évéaculteurs. Un acte par lequel la GIZ entend contribuer au développement agricole en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup plus grand nombre de plantations au milieu villageois. Donc eux aussi, ils ont besoin de matériel de bonne qualité pour avoir après des meilleurs rendements. Nous sommes une agence de développement, donc notre objectif est de réduire la pauvreté et aider à augmenter les revenus, surtout dans le milieu rural. La promotion du substrat de fibres est désormais l'affaire de la Promac et de sa structure dénommée FDH, Fonds de développement de l'évéaculture. La Promac et la coopération allemande GIZ travaillent ensemble depuis 2009 dans le cadre d'un projet agricole global de 3 milliards de francs CFA. Initié en 2008, le Festival des Grillades d'Abidjan est à sa 6e édition cette semaine. Hier et aujourd'hui, les Ivoiriens ont encore eu l'occasion de découvrir la variété des recettes de cuisine les plus succulentes en matière de grillades. Gervais Blais. Depuis samedi matin et jusqu'à ce dimanche soir, le palais de la culture d'Abidjan sera enveloppé d'un parfum de grillades. Y sont réunis tous les braiseurs de renommée d'Abidjan et d'ailleurs. Leurs différentes recettes culinaires attirent du monde. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobina Kwasi Adjoumani, le parrain de la manifestation, celui des infrastructures économiques, Patrick Hachi, et le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Ninema Koulibaly, ont pu le constater. Ils sont les témoins d'un festival qui valorise les ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire, surtout la gastronomie ivoirienne. Merci, vous qui avez fait ce grand déplacement pour venir apprécier les mets au niveau de la Côte d'Ivoire. En tout cas, chers festivaliers, nous sommes fiers de vous. Ça montre que nous avons de la qualité dans la diversité. Et ça, c'est important parce que nous pouvons exporter tout notre art culinaire dans les pays de la sous-région, même plus loin. La foire gastronomique auquel le Festival des Grillades d'Abidjan est à sa 6e édition. Les organisateurs estiment à 80 000 le nombre de personnes qu'elle a accueillies en 2012. Ils espèrent en accueillir beaucoup plus cette année. Les festivaliers ont l'occasion d'apprécier les mets africains et ivoiriens en particulier, les propositions d'une quarantaine de braiseurs. Le tout dans une ambiance musicale entretenue par les meilleurs artistes du moment. Dans le chapitre religion, plus de 30 000 personnes ont pris part à la 140e édition du pèlerinage de Lourdes. Parmi eux, des Ivoiriens qui ont pu notamment effectuer tranquillement leurs différentes rencontres spirituelles dans les sanctuaires de la ville de Lourdes. Eugène Atoubé. Lourdes aura surpris plus d'un pèlerin par la totale réussite de l'édition de cette année 2013. L'ouverture officielle de ce grand moment de spiritualité à la basilique Saint-Pie X a été solennelle et festive, comme les années passées du reste. Le thème de ce 140e pèlerinage, Lourdes, une porte de la foi. Un thème en cohérence avec les attentes de l'Église catholique qui a décrété 2013 année de la foi. Que nos cœurs s'ouvrent au Seigneur, à sa parole, à son amour, à sa miséricorde, à sa volonté. On était préoccupés par ces inondations, par les dégâts que ça a fait. On a même craint à un certain moment est-ce qu'on pourrait venir. Mais voilà, on a pu venir et ça se passe très bien. On est très heureux et on voit que c'est vraiment un lieu de grâce. Que l'eau de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu est présente. On avait craint un pèlerinage morose et une messe de l'Assomption moins colorée à cause des importants dégâts qu'avaient subis les sanctuaires de Lourdes suite à l'encrue des eaux du Gave. Mais comme laissent entendre les pèlerins, Dieu, dans son infini amour, a exaucé leurs prières par l'intercession de la Vierge Marie, au point qu'il a rétabli la normalité. J'ai envie de dire à ceux qui sont restés en Côte d'Ivoire ou ailleurs, n'ayez pas de regrets parce que le pèlerinage a lieu chaque année. Et puis surtout, les pèlerins de la Côte d'Ivoire qui sont ici, je le sais, vous portent dans la prière. N'ayez pas de regrets, par contre, j'ai envie de dire, nous comptons également sur vos prières parce que nous en avons besoin pour l'ensemble des services justement qui, après les inondations, nous ont permis de revenir ici aussi rapidement.
Sur le site des sanctuaires de Lourdes, certains travaux attendent d'être achevés, comme la restauration du pont enjambant le Gave et reliant la basilique Notre-Dame du Rosaire à la prairie. Grande place d'où partent les processions eucharistiques et abritant la gigantesque messe de l'Assomption, la montée de Marie au ciel. Les pèlerins de Côte d'Ivoire, eux, ont pris rendez-vous pour 2014 sur les pas de Bernadette. Leur participation à ce 140e pèlerinage reste encore marquée d'une pierre blanche. Une délégation du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, a visité les mosquées centenaires de Kong et de Kouara, c'est dans la région du Tchologo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de mieux faire comprendre l'histoire de la pénétration de l'islam dans le pays. Kwadio Kwame. À travers la visite des cités musulmanes de Kong et de Kouara, le COSIM veut faire découvrir l'histoire de l'islam en Côte d'Ivoire. Cette mission d'étude et d'échange a été reçue à Kong par le maire de la commune, Birahima Tene Ouattara, en présence des guides religieux de la cité historique. Nous sommes à Abidjan, nous avons constaté qu'on n'a rien sur l'islam comme sur l'histoire de l'islam en Côte d'Ivoire. Donc nous avons décidé avec nos frères pour venir s'enquérir de ces réalités du terrain sur l'islam. À la suite du chef de délégation du COSIM, le maire de Kong a bien voulu traduire l'importance de l'action menée par cette structure religieuse. Il est important que le COSIM, qui est l'organe suprême, donc qui est l'organe dirigeant de l'islam en Côte d'Ivoire, puisse se rapprocher un peu des foyers de l'islam en Côte d'Ivoire aussi. Et on ne peut que saluer ce genre d'initiative parce que, quoi qu'on dise, nos parents ont besoin d'organisation et le COSIM doit s'atteler à cette tâche-là. Après Kong, la délégation du COSIM a pris le chemin de Kouara dans le département de Ouangolodougou où se trouve une mosquée présumée du XVIIe siècle. Dans l'actualité internationale, le secrétaire d'État américain John Kerry poursuit en Europe son offensive diplomatique pour justifier des frappes contre la Syrie, accusé d'avoir perpétré un massacre chimique après avoir obtenu hier le soutien politique des Européens, une réponse claire et forte à cette présumée attaque imputée au régime de Damas. John Kerry a rencontré à Paris ses homologues de plusieurs pays arabes ainsi que le secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil Al-Arabi. Reportage. De John Kerry s'intensifie avant une semaine décisive. Après Laurent Fabius, le chef de la diplomatie américaine a rencontré ses homologues saoudiens et égyptiens, ainsi que des représentants de la Ligue arabe, dimanche à Paris, avant de gagner Londres. Un calendrier chargé pour convaincre un maximum de pays du mérite des frappes contre le régime syrien. Depuis près de 100 ans, le monde a banni l'usage des armes chimiques. En temps de guerre, les seules personnes à les avoir utilisées sont Adolf Hitler et Saddam Hussein, jusqu'à Bachar el-Assad. C'est notre Munich à nous, a ajouté John Kerry en français. Washington doit aussi convaincre une opinion américaine hostile à une intervention militaire en Syrie. Les responsables de l'administration Obama affirment qu'ils ont de nombreuses raisons de croire que ces images, diffusées en boucle par CNN, montrent bien des victimes de l'attaque chimique du 21 août. Des images difficiles qui visent à renforcer le sentiment d'urgence. Le Congrès américain fait sa rentrée lundi et devrait voter sur le principe d'une intervention militaire en Syrie dans les jours qui viennent. Le rapport des experts des Nations Unies sur l'usage d'armes chimiques est lui aussi attendu prochainement. Les gouvernements qui représentent 98% de la population mondiale ont banni l'usage des armes chimiques pour une bonne raison. Ces armes entraînent la mort et la destruction sans discrimination et de manière inhumaine. Elles peuvent aussi tomber dans les mains de groupes terroristes qui veulent nous faire du mal. Pendant que les États-Unis se préparent à la guerre, le pape François, lui, appelle à la paix. Face à la foule rassemblée dimanche matin devant le Vatican, il s'est opposé à ce qu'il estime être une guerre commerciale servant à vendre des armes et a appelé les chrétiens à dire non à la violence sous toutes les formes, à la prolifération des armes et à leur commerce illégal. J'ajoute que les gardes-côtes italiens et la marine ont annoncé entre vendredi et samedi avoir secouru près des côtes siciliennes plus de 700 migrants et réfugiés originaires notamment de la Syrie sur des embarcations en difficulté.
Plusieurs milliers de Tunisiens ont manifesté hier dans la soirée pour réclamer la chute du gouvernement dirigé par le parti Ennahda. La foule a défilé jusqu'à la place du Bardo, aux portes de Tunis, devenue théâtre de protestations quasi permanentes depuis la mort de l'opposant Mohamed Brahmi, abattu de 14 balles tirées à bout portant le 25 juillet dernier. Dans la foule des manifestants qui appelaient samedi à la démission du gouvernement, place du Bardo à Tunis, un homme brandit au-dessus de sa tête ses deux mains peintes en rouge. J'ai coloré mes mains en rouge pour symboliser le sang que le gouvernement actuel a sur les mains. C'est un gouvernement d'assassins, un gouvernement de sang. Ce n'est pas un gouvernement légitime. Au milieu de la place, un chauffeur de taxi avec un fauteuil vide sur la tête. Ce siège est à nous. C'est nous qui décidons qui a le droit de s'y asseoir. Et les mandats sont temporaires. La journée de samedi marquait la fin du deuil de l'opposant Mohamed Brahimi, assassiné il y a 40 jours, et le début d'une nouvelle mobilisation contre le gouvernement dirigé par Ennahda. Parmi les manifestants, les proches de Chokri Belaïd, l'autre opposant assassiné en février dernier. Nous sommes intimement convaincus que sous le gouvernement actuel, nous ne pourrons jamais savoir qui a tué Mohamed Brahimi et Chokri Belaïd. Pendant que le peuple tunisien crie sa colère dans la rue, les négociations s'enlisent dans les bureaux feutrés. L'opposition exige le départ du gouvernement et la nomination d'un gouvernement neutre sans attendre la fin des travaux de l'Assemblée constituante, impensable pour le parti au pouvoir. La démission immédiate du gouvernement, alors des élections, qu'on n'a pas le nécessaire pour tenir ces élections telles que la Constitution, la loi électorale, la date, je pense que c'est une démission qui va nuire au pays. Samedi, chaque camp appelait l'autre à faire plus de concessions tout en maintenant sa position. Place du Bardo, les députés de l'opposition qui boycottent déjà les travaux de la Constituante ont annoncé une grève de la faim. Je vous propose maintenant cet autre voyage aux trousses de l'actualité dans le monde, en bref et en images. On se rend d'abord au Brésil. 3 mois après la fronde sociale qui a secoué le Brésil, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues des principales villes du pays samedi. Des heurts ont éclaté avec la police, à Brasilia notamment, où des centaines de personnes se sont rassemblées devant le Parlement pour dénoncer la corruption de la classe politique. À Rio, ces manifestations ont perturbé le traditionnel défilé militaire du jour de l'indépendance auquel assistait la présidente Dilma Rousseff. Tokyo. Au petit matin, c'est l'explosion de joie à Tokyo. La capitale nippone vient d'être désignée ville organisatrice des JO de 2020 par le Comité international olympique réuni à Buenos Aires. Malgré les interrogations sur les conséquences de la catastrophe de Fukushima en mars 2011, Tokyo l'a emporté devant Istanbul et Madrid. La ville avait déjà accueilli les Jeux olympiques de 1964. Je déclare ici ouverts les Jeux de la francophonie, les 7e Jeux de la francophonie. Vive la langue française! C'est lors d'une cérémonie en grande pompe que François Hollande a lancé l'édition 2013 des Jeux de la francophonie à Nice. L'événement rassemble 54 pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou encore le Liban. Pendant 10 jours, quelques 3000 participants âgés de 18 à 35 ans vont s'affronter dans des épreuves sportives mais aussi artistiques. Ces images spectaculaires filmées par les autorités italiennes. Au beau milieu de la Méditerranée, un épais nuage de fumée s'élève d'un cargo battant pavillon tanzanien. À l'approche des vedettes de la police, les membres de l'équipage ont en fait mis le feu à leur cargaison, pas moins de 30 tonnes de hashish. Ils se sont ensuite jetés à la mer avant d'être interpellés. Je vous le disais en début de journal, le président de la République est rentré à Abidjan ce soir. Il revient de Nice. Le président Ouattara est donc arrivé il y a à peine une demi-heure, précisément à 19h25. Le chef de l'État était à Nice pour prendre part à l'ouverture des 7e Jeux de la francophonie qui rassemble 3000 jeunes de l'espace francophone. En marge de cette cérémonie, le président Ouattara a échangé avec son homologue français, François Hollande, le président libanais, le secrétaire général de l'OIF, Abdou Diouf, et le Premier ministre burkinabé. À l'accueil, comme vous le voyez sur ces images, le Premier ministre Daniel Kablan-Dinkan et des membres du gouvernement, ainsi que les officiers généraux.
Voilà qui marque donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. À demain 20h. Bonsoir.